Tomer Arditi, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à Jérusalem, au sein du cabinet Dre Dre. Donc, Tomer, vous avez un cabinet comptable, d'expertise comptable et fiscale en France, à Marseille. Un gros cabinet avec une belle équipe de collaborateurs, si. On a beaucoup de nos clients au sein du cabinet, en fait, qui sont des gens qui préparent ou qui font la Alia, donc leur immigration vers Israël. Ils ont des entreprises en France, soit des commerces, soit des sociétés de services, et plus ou moins grosses. On a vraiment un vaste panel. Et en fait, ils se posent beaucoup de questions quant à la convention fiscale entre la France et Israël et ce qu'on appelle les prix de transfert. Donc, la première question que je vais vous poser en tant qu'expert comptable français, quelle est la convention fiscale? Qu'est-ce que c'est que cette convention fiscale entre la France et Israël? Et quels sont ses objectifs principaux? Merci pour votre invitation. Avec plaisir. La convention fiscale, c'est une convention qui est signée entre les deux pays. Et il y a une convention qui a été signée, je crois, en 1995 entre la France et Israël et qui permet de légiférer et de régler la relation entre les deux pays lorsqu'il y a des entreprises ou des personnes qui résident d'un côté dans un pays et qui travaillent avec l'autre pays ou qui commerce avec l'autre pays, par le biais de facturation, par le biais de revenus que l'on perçoit d'un pays vers l'autre. Et donc l'objectif de la convention fiscale est d'éviter premièrement une double imposition, puisque quelqu'un pourrait être résident israélien mais recevoir des revenus de France sur lesquels un impôt a déjà été prélevé, ou d'éviter aussi tout ce qui pourrait être fraude fiscale et optimisation qui serait à la limite de la fraude. Voilà. Donc, en gros, qui paye qui et quoi? Alors, qui paye qui et quoi? Oui, en fait, la convention fiscale reprend à peu près l'intégralité des revenus qui pourraient et des relations économiques qui pourraient exister entre les deux pays. Mais la convention fiscale, elle existe entre la France et Israël, comme la France et de très très nombreux pays, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faciliter l'activité et les relations économiques entre les pays. Sauf que vous avez des gens qui vivent en Israël et qui perçoivent par exemple des salaires de France. Comment ça se passe? La France va dire je veux une partie de mon impôt, puisque le travail, semble-t-il, a été réalisé en France. Et Israël va dire non, mais moi la personne réside en Israël et j'ai besoin aussi de mon impôt. La relation, elle est régie par cette convention et on prend à peu près tous les items des revenus, que ce soit les dividendes, que ce soit les revenus mobiliers, immobiliers, les salaires, les facturations de prestations, les redevances, etc. Et on voit qui paye quoi et à qui. Avec souvent, bien évidemment, une possibilité d'imputer, et c'est ça qui est extrêmement important, d'imputer l'impôt d'un payé par un résident dans un pays sur l'impôt qui devrait être payé dans l'autre pays. Alors c'est une question très intéressante que vous nous posez, Tomer, parce que du coup, on a beaucoup de clients qui arrivent au cabinet, des Français, qui préparent leur alia ou qui ont fait déjà leur alia, et qui se disent j'ai une entreprise en France, en général c'est une entreprise de service, et je viens d'obtenir le visa de, de e-résident en Estonie, ou je suis résident à Dubaï parce que j'ai acheté un bien immobilier, ou je vais me positionner sur l'Irlande, alors qu'en fait la convention fiscale France-Israël est tout à fait claire, et elle permet d'optimiser les flux financiers sans contrainte et d'une façon plutôt flexible. Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que la convention, elle n'optimise pas. Elle permet de gérer la fiscalité et de dire lorsque je suis dans un pays et que je touche des revenus d'un autre pays, où je paye l'impôt. Pour prendre un cas extrêmement simple, lorsque je suis résident fiscal français et que j'ai des biens immobiliers en Israël, je paye l'impôt là où se trouve le bien immobilier, parce que c'est justement quelque chose qui n'est pas détachable. On sait que les biens immobiliers sont immobiliers. Exactement, donc on sait qu'il est en Israël. À partir de là, vous avez une obligation, par exemple, de redéclarer, on le trouve, nous, très souvent, auprès de très nombreuses personnalités qui viennent nous voir, qui viennent nous voir au bureau, qui n'ont pas déclaré ces revenus fonciers qu'ils avaient en Israël. Surtout que cette fiscalité, elle est généralement peu importante, voire quasiment nulle, lorsque vous faites la fiscalité... Quand je parlais d'optimisation, c'est à ça que je pensais. Voilà. Donc en fait, vous avez une fiscalité qui est extrêmement faible, voire nulle en Israël, mais lorsque les gens ont acquis un bien immobilier en Israël, ils doivent aussi déclarer les revenus qu'ils perçoivent en France, sans pour autant payer de l'impôt. Sauf qu'on se retrouve dans des situations extrêmement peu favorables, parfois avec des contrôles de gens qui, croyant bien faire, ont déclaré... pas tous, mais ont déclaré leurs revenus en Israël, sur leurs revenus immobiliers, et ne les ont pas reportés dans la déclaration. C'est pas très compliqué, sauf que vous êtes en faute, de la même manière, quand vous avez un compte en banque en Israël qui est ouvert, régulier, avec de l'argent tout à fait officiel, vous devez obligatoirement le déclarer en France, sinon vous avez le risque d'être imposé avec une amende forfaitaire minimum de 1 500 €. Sauf que si vous remontez sur plusieurs années, ça peut faire une somme conséquente, alors que rien n'a été fait de manière illégale et volontaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Je pense qu'aujourd'hui, la capacité technique des États et des inspecteurs des impôts devient très grande. On voit que Internet nous offre beaucoup de solutions. Et lorsque vous avez des personnes qui résident dans un pays ou dans un autre, c'est pas très difficile à le prouver. Vous avez vos enfants qui sont scolarisés, vous avez un appartement loué, vous avez un compte en banque qui fonctionne. Dire le social aussi, là où on se fait soigner. Exactement. Il y a il y a de nombreux faisceaux qui permettent de voir où vous résidez réellement. Et l'idée, c'est de dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez une entreprise en Lituanie ou en Irlande, faire taxer vos impôts là-bas et dire que vous résidez en Israël ou en France. Parce que l'État français comme l'État israélien va demander sa quote-part de participation. C'est qu'une question de temps. Exact, oui. Et honnêtement, on voit, ils sont de plus en plus précis, professionnels, et je pense que c'est de plus en plus risqué de passer sur ce type de solution qui, pour moi, ne sont... Et puis, ils sont aussi très agressifs lorsqu'ils découvrent que le montage a été fait, non pas pour optimiser, parce que le rôle de nous, experts comptables, notre rôle, et conseillers fiscaux, etc., et les avocats aussi, c'est d'optimiser, de faire des choses dans les règles. Sauf que lorsque vous avez quelqu'un qui a volontairement et sciemment détourné la règle fiscale pour non plus l'optimiser, mais la frauder, là, l'administration devient extrêmement agressive. Je pense qu'en Israël, c'est exactement le même fonctionnement, et vous avez des pénalités, des majorations, et parfois même des poursuites pénales. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et à bien anticiper. Tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on recommande au cabinet aussi. En fait, quand c'est bien fait, c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, on dort tranquille. Oui, c'est moins risqué. C'est anticiper. C'est un maître mot dans tous les métiers, mais surtout dans ce métier-là, pour préparer et pouvoir être capable d'expliquer l'histoire. Pourquoi on est dans cette situation-là. Alors, on en vient à une seconde question. De quelle manière cette convention fiscale, donc qui date de 95, c'est bien ça? Oui, elle a été mise en application en septembre 96. De quelle manière cette convention fiscale entre la France et Israël permet-elle d'éviter la double imposition pour les entreprises, notamment, et voire pour les particuliers? Et la question suivante, c'est quels sont les revenus et les impôts qui sont concernés par cette convention? Alors, comme on le disait tout à l'heure en préambule, on a à peu près dans chaque article une explication de la fiscalité et de l'imposition par rapport à la catégorie de revenus. Lorsque vous avez des salaires, ou lorsque vous avez des redevances, ou lorsque vous avez des revenus financiers, en fonction, l'État français et l'État israélien se sont mis d'accord pour dire qui devait payer quoi à qui. Donc, pour prendre un exemple simple, si vous versez des redevances, nous on le voit souvent, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps sur un très gros dossier, lorsque la personne verse une redevance parce qu'elle utilise le nom, la franchise, etc., de France à Israël, il y a ce qu'on appelle une retenue à la source. Vous pouvez donner un exemple? On imagine que je suis McDonald's, voilà, j'espère que je ne vais pas être attaqué par McDonald's pour publicité. Vous avez une redevance qui est versée parce que vous avez McDonald's en tant que franchisé, vous versez une redevance et imaginons que le siège de McDonald's pour la récupération de cette redevance soit en Israël. Donc vous êtes français, vous avez votre magasin McDonald's en France et vous payez une redevance à McDonald's Monde qui est en Israël. La France accepte que vous puissiez déduire de vos revenus de cette entreprise la redevance versée, mais vous devez à minima reverser 10% à l'État français au titre du montant de cette redevance. D'accord. Donc du coup, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une entreprise qu'on avait alerté. Ils se sont retrouvés dans une situation extrêmement défavorable, puisqu'on est en train de régulariser tout ça, de démontrer qu'on est de très bonne foi. Mais forcément, quand vous versez 100, 200, 300 000 euros de redevances par an, sur 3 ans, ça fait 100 000 euros de redevances qui n'auraient pas été, de retenue à la source qui n'auraient pas été versées à l'État français. D'accord, intéressant comme cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de revenu Bon, après, vous avez tout ce qui est distribution de dividendes quand vous êtes résident fiscal israélien et que vous avez des dividendes ça concerne beaucoup de gens françaises. Ça concerne beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des revenus. Souvent, la stratégie fiscale immobilière est de loger lorsque vous avez des SCI. Il y a des options qui se font qui peuvent être à l'impôt sur les sociétés pour essayer de réduire la pression fiscale sur l'absence de cash, puisqu'on doit rembourser l'emprunt en général. Une fois que tout ça, ça a été amorti et qu'on a payé l'emprunt, on se retrouve avec une distribution de dividendes pour récupérer le bénéfice. Lorsqu'il y a un accord entre la France et Israël qui permet d'avoir une récupération de revenus en Israël sur des distributions de dividendes en payant une somme extrêmement faible en France. Très intéressant. Et en termes de documentation, en matière de prix, en prix de transfert pour les entreprises françaises, comment ça se passe? Quelles sont les obligations en fait? Alors le prix de transfert pour reprendre... contraintes, j'ai envie de dire. Bien sûr. Prix de transfert pour reprendre l'origine, on a deux catégories. On va dire le vrai prix de transfert et le prix de transfert qui est un prix de facturation entre deux entreprises. On a au départ deux entreprises, une israélienne et une française, qui se facturent des éléments, des prestations ou de la vente de marchandises. C'est le cas le plus courant qu'on a. Ok. S'il n'y a pas de lien, on n'appelle pas ça un prix de transfert. Le prix de transfert, c'est lorsque nous avons la possibilité, puisque nous sommes des deux côtés de la chaîne, de faire moduler le prix, de faire varier le prix, en disant je vais facturer un peu plus ou un peu moins d'un pays vers l'autre pour optimiser la fiscalité. Et ça, c'est le vrai prix de transfert. Dans tous les cas, la facturation doit se faire, que ce soit avec
sans lien de dépendance entre les deux entreprises, on a vraiment quelque chose qui doit être d'abord étayé par un contrat, c'est extrêmement important. Un contrat qui soit un contrat, ce qu'on appellerait de libre concurrence, c'est-à-dire qui permet de démontrer que le tarif qui est appliqué, c'est un tarif normal de marché. Après, il y a un partage de marge, un partage de bénéfices. Il y a plusieurs, l'OCDE propose plusieurs solutions. Il faut trouver la solution qui s'applique au cas, mais il faut anticiper. Je vais le reformuler avec mes mots. Bien sûr. Mes mots. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où c'est le même dirigeant avec une société en France qui exploite, qui vend, et une société en Israël qui va facturer, il faut que ça se rentre dans un cadre réel et pas que ça soit que la société française soit une coque vide, finalement, c'est ça? Oui, alors en fait, au départ, si moi j'ai une entreprise et vous avez une entreprise, si nous n'avons aucun lien juridique, financier ou amicaux, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple puisque je vais vous facturer ce que je vous facturez en tant que client lambda. Sauf que malgré tout, il faut quand même pouvoir étayer cette facturation à l'appui d'un contrat, à l'appui d'une facture précise, parce que nous avons des contrôles réguliers et j'ai envie de dire en ce moment que j'ai envie de dire l'aspect relationnel entre les deux pays est un peu compliqué. Il faut s'attendre aussi à ce que... En tout cas, il est plus compliqué qu'il ne l'a été. Exactement. On est d'accord. Et j'espère qu'il redeviendra beaucoup plus léger. Mais il faut absolument anticiper, être capable de démontrer la réalité de la prestation, la matérialité de la prestation, la raison de la prestation et l'intérêt de cette prestation. Donc, c'est démontrer que l'entreprise française qui va payer des honoraires, des prestations ou achète de la marchandise, l'achète au bon prix. Si elle avait été sur le marché français, elle aurait acheté à quelque chose qui aurait été peut-être moins intéressant, ou cette prestation n'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas l'obtenir sur le marché français. Mais il faut être capable de justifier par un contrat, une facture, quelque chose de très étayé. Mais si vous êtes des deux côtés vous avez une entreprise en France et une entreprise en Israël, vous êtes l'actionnaire ou le dirigeant. C'est sonnette d'alarme, là. Exactement, sonnette d'alarme. Et là, vous êtes obligé d'avoir, alors c'est encore plus pointu, parce qu'il faut être capable de démontrer, puisque vous êtes vous-même des deux côtés, le tarif qui est appliqué pourrait être considéré comme un tarif favorable ou défavorable. Et le problème, c'est que vous vous retrouvez avec Israël qui peut vous reprocher de ne pas avoir assez facturé, ou la France qui peut vous reprocher de ne pas avoir assez facturé aussi. Des deux côtés, on se retrouve. Donc c'est pour ça qu'on préconise d'abord de faire une analyse du marché et d'anticiper cette problématique-là pour voir quels sont les prix. Alors il y a plusieurs méthodes encore, hein. On pourra rentrer dans le détail dans un autre podcast si besoin, mais l'idée c'est de dire, si j'avais été en libre concurrence, avec quelqu'un en face de moi qui n'était pas une entreprise liée, qui ne m'appartenait pas, alors quel aurait été le prix de marché? Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir anticiper et pouvoir justifier que le prix que nous avons facturé est le bon prix. C'est d'ailleurs une contrainte légale en France. Lorsque vous avez une entreprise qui fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle une documentation de prix de transfert à fournir d'ailleurs à l'administration. Et cette documentation, avant, il y a jusqu'à 2024, elle n'était que pour les entreprises qui faisaient plus de 400 millions. Donc vous voyez que le seuil se baisse et que je pense qu'il va encore baisser. C'est bien sûr. Donc aujourd'hui, on a l'avènement des factures électroniques. En Israël, c'est déjà le cas avec des factures au-dessus de 20 000 shekels où on a un numéro obligatoire. En France, ça va être le cas très bientôt. Il y a des échanges qui se font de plus en plus. Il y a une volonté de matérialiser, de vérifier, de comprendre pourquoi il y a ces échanges. Est-ce que c'est le bon tarif? Et est-ce qu'on n'a pas eu une optimisation, voire une fraude? Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça qui est... Tout à fait on vous alerte là-dessus. J'ai une question annexe. Vous parlez des relations entre la France et Israël. Est-ce que vous avez des clients qui sont dans ce cas de figure, donc, et qui ont eu des problèmes de transfert d'argent? Faire un virement, est-ce que parfois ça peut être compliqué avec certaines banques françaises? Ou certaines banques israéliennes? Certaines banques israéliennes, je ne sais pas si vous avez l'expérience. J'ai l'expérience. Alors en fait, vous savez, lorsque vous avez un fonctionnement qui est classique et normal, tout peut s'expliquer. Parfois c'est un peu plus long, mais tout peut s'expliquer. Pour prendre un exemple, on a un client qui a vendu sa résidence principale en France, qui a une entreprise qui a toujours gagné pas mal d'argent chaque année, qui a eu des résultats conséquents, et qui a décidé de faire son alia. Lorsqu'il est arrivé en France, il a voulu prendre ses fonds disponibles en Israël, quand il est arrivé en Israël, il a voulu prendre ses fonds disponibles en France, et il voulait faire un virement. La banque israélienne a refusé. Alors la banque française n'avait aucune difficulté, puisqu'elle le connaissait, elle avait une relation de longue date. La banque israélienne a refusé de recevoir les fonds? Oui, elle lui a demandé au préalable 3 éléments, et ce sont des éléments à anticiper. La première des choses, c'est, sur la vente de la maison, d'avoir l'attestation notariée qui justifie le prix de vente. Donc fournir ça et demander au notaire, si possible, une traduction en anglais. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle une lettre de confort. Si vous êtes bien avec la banque, c'est demander à la banque française d'avoir un document, un courrier, qui confirme la relation ancienne et sérieuse entre la banque et le client. Et la troisième chose, c'est
Dans le cadre de l'entreprise, c'est de voir avec votre expert comptable français pour qu'il rédige ce qu'on appelle une lettre aussi de confort qui permet de justifier que le client, l'ensemble de ses revenus ont été déclarés, imposés en France, que l'argent dont il dispose est de l'argent qui a été régulièrement déclaré, et officiel. Et tout ça doit être traduit en anglais. Tout ça doit être traduit en anglais. C'est quelque chose que nous faisons maintenant de manière très régulière et courante. C'est absolument pas complexe, mais il faut vous préparer lorsque vous faites transiter de l'argent de France à Israël. Une fois que le flux est engagé, après, en général, ça se passe plutôt de manière aisée, mais là aussi, peut-être quand vous êtes en banque privée, c'est plus facile quand vous êtes à la Poste en France. Quand vous êtes dans une agence qui est une agence importante, qui a l'habitude de travailler sur des relations internationales, ce que vous allez demander est absolument courant. Si vous êtes dans une agence de quartier, ça peut être un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et des problèmes avec certaines banques françaises selon... Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, non. D'accord, très bien. Mais je veux juste insister, je trouve que les banques israéliennes sont plus dures que les banques françaises. Les banques israéliennes sont extrêmement compliquées. Voilà, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent, d'où, pourquoi, comment. Moi, j'ai été, en tant qu'expert comptable, j'ai déjà fait des attestations pour de nombreux clients, qui sont clients du cabinet depuis très longue date, que l'on suit et qui déclarent leurs impôts régulièrement. On a été appelé par la banque pour vérifier que c'était bien nous qui avions fait l'attestation, que c'était tout à fait logique, la relation qu'on avait avec le client, depuis quand, etc. Donc, les banques israéliennes vous ont appelé? Les banques israéliennes m'ont appelé, exactement. Quelle langue ils ont utilisée? Bon, au départ, on a parlé l'anglais. D'accord. J'ai pas eu de personnes qui parlaient français, malheureusement, mais on s'en est sorti. D'accord, très bien. Et voilà. Et une dernière question, comment les autorités fiscales des deux pays contrôlent-elles la conformité des prix de transfert? Comment ils font pour savoir si les règles sont bien... Parce qu'il y a des tas de figures très complexes. Oui, alors justement, en fait, en réalité, la problématique, c'est que vous êtes dans un échange qui est juste monopays. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entreprise française qui va, je parle du cas français, qui a une facturation qui est faite par Israël. En cas de vérification fiscale, l'administration va lui poser la question en disant pourquoi vous avez été facturé par Israël. On va fournir des justificatifs et essayer d'expliquer pourquoi on a été facturé par Israël. Et c'est à ce moment-là que tous les éléments qu'on aura préparés en amont, la matérialité, les justificatifs, le détail, le contrat, permettra de démontrer que l'entreprise française avait intérêt. Alors après, l'expert comptable en général français, et je pense que tous mes confrères ont cette analyse-là, c'est de voir est-ce que, quand je dis l'histoire, c'est est-ce que les faits sont crédibles, est-ce que les faits sont cohérents, est-ce que les faits sont au prix de marché. Si vous achetez quelque chose qui est 10 fois plus cher que le prix de marché en France, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut voir est-ce que la prestation est nécessaire à l'entreprise. Il faut savoir qu'en France, l'objectif, c'est d'avoir une charge, elle est acceptable. Il y a des règles de forme, on a une facture au nom de l'entreprise, avec une bonne date, avec un bon numéro, etc. Mais on a aussi des questions de fond. Est-ce que cette dépense-là est nécessaire et elle est engagée pour que l'entreprise française gagne de l'argent? On a eu déjà énormément de contrôles sur ce type de facturation. Ça s'est toujours très bien passé parce qu'on les a anticipés. Et d'ailleurs, je repense à certains clients qui, avant le contrôle, me trouvaient trop strict, et après le contrôle, m'ont remercié d'avoir été un peu dur, parce qu'on a pu prouver que quand on avait une facture d'un call center avec des mails, des fichiers, des échanges, je suis même allé, moi, jusqu'à faire des photos sur site, et après, lorsque nous avons un échelon au-dessus, il peut y avoir des correspondances entre la France et Israël, et la France peut très bien, dans le cadre de son échange fiscal avec Israël, demander, vérifier la relation, l'entreprise, est-ce qu'elle a des salariés, est-ce qu'elle a bien déposé ses déclarations, etc. Et c'est là où effectivement on a eu déjà des cas avec le cabinet Drey, où le cabinet Drey avait l'entreprise israélienne et nous avions l'entreprise française. Dans le cadre d'une vérification, on a pu échanger avec le cabinet et fournir tous les documents attestés par le cabinet comptable israélien en français, qui a permis à l'inspecteur français de pouvoir valider la facturation. Alors, vous soulevez un point très intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai, donc ça fait partie des... Je vais vous répondre. Voilà. Mais a priori, il y a une équipe, il y a quelques personnes, en tout cas une petite équipe à Bercy, qui parle hébreu. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne les ai jamais rencontrés et je vous avoue que je n'aimerais pas les rencontrer. Alors, on parle de ça. Quelles sont les conséquences donc, pour dans le cas de la conformité des prix de transfert, c'est quoi les conséquences en cas de non-respect? Alors, en cas de non-respect... Sans vouloir vous faire peur. Non, on va pas faire peur, mais on ne va pas jouer à se faire peur, mais on a quand même un vrai risque. Le risque, c'est qu'on pourrait avoir... La première partie, ce serait de dire la charge fiscale, la charge constatée en fiscalité française ne serait pas déductible. Donc en fait, vous auriez payé quelque chose et vous devriez payer l'impôt sur une charge que vous avez eue. Donc du coup, vous seriez redressé de cet impôt. Deuxièmement, vous auriez des intérêts de retard par rapport à la date à laquelle vous auriez dû payer cet impôt. Troisièmement, vous pourriez avoir des pénalités. Donc ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que les pénalités, elles peuvent monter jusqu'à 80% si on considère que c'est des manœuvres frauduleuses. Des factures de complaisance ou des factures sur des fausses factures ou des prestations non réalisées.
Après, en fonction du seuil, l'administration est obligée de poursuivre au pénal. Donc du coup, on se retrouverait en ce qu'on appelle les commissions d'infraction fiscale, et là, l'entreprise, on atteint des problématiques qui sont extrêmement compliquées. Donc nous, tout ce qu'on indique aux clients du cabinet... Vous êtes en préventif, plutôt qu'en curatif. C'est que du préventif. Le curatif, j'ai envie de dire, il faut appliquer la médecine chinoise, c'est-à-dire il faut anticiper et pas se retrouver en urgence à l'hôpital, parce que là, par contre, ça peut être malheureusement, on n'est pas toujours certain du résultat, même si, et j'insiste, si les gens sont de très bonne foi. C'est-à-dire que je ne parle pas de quelqu'un qui a fait vraiment une fausse facture et organisé quelque chose. Je parle de gens normaux qui ont eu des factures normales et qui ont travaillé vraiment normalement. Si ce n'est pas préventif, avec un contrat, avec une facture, avec toute la matérialité et la justification, vous avez un risque de redressement qui peut faire très mal parce que le redressement, il est sur 3 ans. Il est sur l'impôt avec une manœuvre frauduleuse, c'est 80% plus les intérêts de retard. Vous avez presque 100% de la somme que vous avez versée. Ça fait mal. Tomer Arditi, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir sur ce podcast. Et si on veut vous contacter, lien en description. Merci beaucoup. Here we go.